BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour, les meilleurs experts crypto français sont à nos côtés. Le club BFM Crypto, 16h36. Bienvenue à Louis de Froissart. Bonjour Louis. Oui, bonjour Guillaume. Un conseiller en gestion de patrimoine, cryptophile, pionnier, en tout cas original dans cet univers des CGP. Vous êtes tombé dans les cryptos quand vous étiez adulte, en l'occurrence Louis, associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. Valentin Demey nous accompagne aussi depuis les bureaux de Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Content de vous retrouver aussi. Puis Laurent Pignot pour Zone Bourse nous appelle. Bonjour Laurent. On va parler ensemble, Laurent, des cours des cryptos. On sent ce Bitcoin qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau à court terme, en tout cas qui reste toujours le Bitcoin dans une tendance molle. Il peine à retrouver des signaux haussiers. Quels sont les niveaux techniques qui, dans ce contexte, doivent être surveillés, Laurent ? Alors oui, effectivement, le Bitcoin gravite depuis dimanche autour de cette zone des 26 000 $. En affichant des amplitudes très très faibles. Le Bitcoin reste coaché sur cette zone de prix autour des 26 000 $ depuis 3 jours, ce qui témoigne en quelque sorte un petit peu de l'attentisme et de l'observation des crypto-investisseurs. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe directement sur le réseau Bitcoin, on peut voir que les volumes d'échanges restent relativement faibles ces derniers jours et la tendance est similaire pour les adresses actives, donc c'est-à-dire ces adresses qui envoient et reçoivent des Bitcoins. Bon, il faut dire que ça s'inscrit dans un contexte relativement compliqué pour les crypto-monnaies, tout particulièrement avec les poursuites judiciaires du gendarme boursier américain, la SEC, la semaine dernière envers Binance et Coinbase. Donc ça reste frais malgré tout et les crypto-investisseurs ont donc peu de visibilité, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui rajoute forcément une couche d'anxiété sur le marché. Et ça se traduit tout naturellement dans le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies en général ces derniers jours. Alors justement, techniquement, pour l'instant, le Bitcoin se maintient pour l'instant sur un support technique important. Tant qu'il reste au-dessus des 25 000 $, la tendance de fond de ce début d'année n'est pas dégradée. Donc voilà, il va falloir rester au-dessus pour rester dans cette dynamique haussière, même si à court terme, pour l'instant, il n'y a pas de signaux majeurs de rebond sur cette zone. Et puis dans l'autre sens, il faudrait que le Bitcoin rattrape les 27 500 $ pour souffler un petit peu et redonner un petit peu d'optimisme aux acteurs du marché. Et pour finir, attention, ce soir à 20h, nous avons la décision de la politique monétaire américaine suivie du discours de Jerome Powell, ce qui pourrait forcément apporter de la volatilité sur les marchés et potentiellement Bitcoin ne pourrait ne pas être épargné là aussi. Effectivement, et cette décision de la Fed, on la vivra ici en direct sur l'antenne de BFM Business comme à chaque fois. Alors le Bitcoin actuellement proche des 25 989 $. L'Ether de son côté, qui progresse un peu moins aujourd'hui que le Bitcoin, 1742. Quels sont les niveaux à surveiller sur l'Ether ? Alors oui, effectivement, l'Ether progresse un petit peu moins, mais la tendance globale de fond est similaire. Il ne bouge pas là aussi depuis lundi, il gravite en ce moment autour des 1750 $. Donc pour l'instant, tant que le support technique majeur des 1700 $ est préservé, la tendance de fond là aussi est préservée. Sinon, ça redonnera l'avantage aux vendeurs si on passe en dessous de ce support et au-dessus de sa tête, repasser au-dessus des 1850 $ serait déjà un bon signal de rebond à court terme et là aussi redonnerait de l'optimisme aux investisseurs. Merci de nous avoir accompagnés sur l'antenne de BFM Business, comme régulièrement Laurent Pignot pour Zone Bourse. Vous qui nous suivez, vous pouvez aussi, vous le savez, vous abonner à la newsletter BFM Crypto. Elle est disponible chaque lundi, 18h, réactualisée bien sûr, newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner à travers nos différents liens et ce QR code qui apparaît régulièrement sur vos écrans. Louis, dans un instant, on va parler de la mutation de Bitcoin. Bon, la mutation, parce qu'on connaît la crypto, il y a aussi la blockchain Bitcoin et elle surprend de plus en plus d'usages sur cette blockchain Bitcoin. Vous nous expliquerez tout dans un instant. D'abord, l'actualité du côté des régulateurs et aux États-Unis, puisque c'est là-bas que ça se passe. Valentin Demey pour Cryptost est avec nous. Valentin, la SEC, le gendarme des marchés américains, demande 120 jours supplémentaires pour répondre à une demande de Coinbase. Exactement. C'est une demande qu'on attendait depuis quelques temps. C'est une demande qui date en vérité depuis plus d'un an. Un an que Coinbase avait fait cette demande auprès de la SEC pour connaître un petit peu le cadre légal dans lequel il pourrait évoluer. Ils sont restés sans réponse pendant un an. Donc, il y a quelques semaines, ils ont porté ce document et ce dossier devant la justice américaine qui avait demandé à la SEC de répondre en quelques semaines. La SEC a dépassé ce délai en disant qu'elle ne subirait pas la pression de Coinbase qui leur demande de répondre rapidement. Et donc, avait tout simplement dit, je cite, les règles en place sont suffisantes, le temps qu'on regarde si elles ont besoin d'évoluer, on les fera appliquer. C'est pour ça que on a vu toutes les vagues d'attaques sur Coinbase, sur Binance US et autres ces derniers temps. Mais voilà, on apprend aujourd'hui que ce chemin judiciaire continue et donc ils devront répondre avant le 11 octobre 2023 de ces accusations suite à l'ordonnance de la Cour et donc pouvoir fournir des recommandations claires, nettes et précises à l'industrie des actifs numériques et du Web3 aux États-Unis. Ce qui est amusant à noter dans
cet échange supplémentaire, c'est que la SEC appelle à bien dissocier les paroles de son président Gary Gensler et les actions menées par l'agence, indiquant notamment que les pétitions comme celle de Coinbase sont votées en interne dans des commissions, et donc ce n'est pas uniquement Gary Gensler qui prend ces décisions de manière unilatérale, et de préciser encore une fois que les textes évoluent et qu'en attendant de savoir si d'un point de vue politique ces textes doivent évoluer, la réglementation s'applique, et auquel cas ça concerne Coinbase et Binance US dans le cadre qu'on connaît depuis ces dernières semaines. Effectivement. Alors, il y a ce feuilleton entre Coinbase et la SEC, puis l'autre feuilleton, vous l'avez cité, entre Binance, cette fois, et la SEC, Binance US notamment, qui tente de trouver des chemins de riposte face aux gendarmes des marchés américains, qui lancent des poursuites vis-à-vis de Binance. Binance US, pour cela, recrute un ancien de la SEC pour essayer justement de riposter efficacement, le plus efficacement possible face aux régulateurs, Valentin. Oui, tout à fait. Il y a une guerre qui est en train de se faire depuis ces dernières semaines là aussi. Alors on l'a vu du coup entre la SEC et Binance et Coinbase, l'industrie des cryptos, mais l'industrie du Web3 et des cryptos riposte de manière assez amusante et drastique. On a vu des vidéos de Coinbase pour expliquer l'incompréhension, mais on a vu aussi il y a quelques jours l'ancien président de la CFTC être recruté par Circle qui émet le fameux USDC. CFTC qui étant effectivement l'une des grosses autres agences états-uniennes sur la réglementation qui s'occupe plutôt de la partie commodities. Donc c'est très intéressant de voir cette guerre qui se fait et qui se poursuit, parce que cette fois-ci c'est Binance US qui va recruter un co-directeur de la SEC pour chapeauter les avocats qui vont prendre le dossier en cours pour essayer de défendre la position de Binance US et du Web3 dans cette industrie face à la SEC. Un co-directeur qui était à la tête des 1300 avocats de la SEC et des différentes agences de la SEC il y a quelques années. Donc on voit bien que ça joue à armes égales. Ils ne comprennent pas forcément les attaques qui leur sont reprochées. Donc ils vont chercher les meilleurs experts dans les rangs même, ou les anciens rangs des attaquants. Oui. Donc côté CFTC pour Circle, côté Binance US. Et on verra un petit peu quelle procédure, quelle ampleur ça donne supplémentaire à cette contre-attaque. Ouais. Même si effectivement Binance US est un petit peu plus loin, un peu plus de problématiques qui lui sont reprochées par rapport à Coinbase, notamment des mélanges de fonds, mais entre les fonds des clients et d'autres fonds de Binance US, en tout cas sur le fond, on verra effectivement si l'expérience de ce co-directeur de la SEC va permettre de sauver l'industrie du Web3 des États-Unis. Voilà, on essaie de faire rentrer le ver dans le fruit en quelque sorte. Et Binance US qui, pour donc trouver une riposte efficace face à la SEC, recrute un ancien co-directeur de la SEC. C'est magique quand même, c'est Dallas. Louis, vos clients, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vos clients, ils voient tout cela peut-être, la question de la régulation aux États-Unis de loin. Ouais. Non, ils ne le voient pas d'ailleurs peut-être. Non, c'est pas des sujets qui les préoccupent aujourd'hui. On est plutôt préoccupé par une politique d'investissement. On les tient au courant, c'est-à-dire la newsletter du jour parle de cela justement, hein. Et aussi elle renforce les choix qu'on a fait, des choix très tranchés qu'on a fait dès le début, de choisir Bitcoin majoritaire et Ethereum ensuite. Quelques clients nous disaient oui, mais il y a d'autres monnaies qui seraient intéressées. Oui, d'accord, on va commencer par l'essentiel et on se rend compte que c'est ce qui a quand même le mieux résisté. Oui, mais vos clients, donc conseillers en gestion de patrimoine, clients peut-être traditionnels qui suivent les cryptos de loin, voire de très très loin, ils suivent à peine toutes ces questions de régulation aux États-Unis. Oui. C'est par vous peut-être qu'ils apprennent la plupart des informations. Ah oui, voilà. Et vous les emmenez plutôt sur Bitcoin. Alors j'ai envie de vous dire, Bitcoin, il y a la crypto-monnaie, puis il y a la blockchain Bitcoin aussi. Alors qui fait sa mutation, en tout cas, qui est au cœur de controverses. On voit les usages se multiplier sur la blockchain Bitcoin, des usages qui peuvent chagriner les Bitcoin maximalistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors en fait, c'est d'ailleurs la valeur de Bitcoin, c'est vraiment sa blockchain, hein, c'est vraiment la première, hein, la genèse elle est là. Et effectivement, c'est un système de cash, d'échange de cash de pair à pair. Là, je vous dis rien, c'est le white paper, le white paper de Satoshi Nakamoto. Donc aujourd'hui, quand on va faire des choses qui sont autres choses que cela, qui vont servir à autre chose, à ce moment-là, on se pose des questions, il y a toujours des gens pour regretter. Même moi-même, je me suis demandé au début si c'était pas un genre d'attaque. Mais force est de constater qu'on va pouvoir commencer à faire des choses très intéressantes sur cette chaîne parce que l'on va commencer à mettre de l'ordre dans les Satoshi. Un Satoshi, c'est un 100 millionième Bitcoin. Et on va commencer à les ordonner, d'où le mot, en tout cas c'est ma version, des ordinals, qui sont la manière d'ordonner les Satoshi et donc de les numéroter. Si je les numérote, je les rends uniques. Donc de
fongibles, ils deviennent non fongibles. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de non-fungible SAT, les fameux NFS? J'en revendique la paternité de ce côté-là. Voilà. Il y a le brevet, en tout cas, il y aura la preuve. Voilà, on laisse ça dans le dossier. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, cette blockchain Bitcoin permet aussi de créer des NFT. Oui. Elle voit de plus en plus d'usages faire appel à elle, et ça, c'est nouveau. Enfin, on est en train de lui découvrir des vertus qu'on connaissait à Ethereum plutôt. Voilà, on parlait de ERC20 en parlant du thème du token Ethereum, c'était l'ERC20. Aujourd'hui, on commence à parler de BRC20. Alors, je sais, je parle chinois, mais en fait, c'est simplement pour dire qu'on commence à faire des parallèles entre une chaîne et l'autre. Et surtout, qu'est-ce que l'on va chercher? Cette non-censurabilité du Bitcoin. C'est ça le point important. C'est que les gens se disent, au moins, si je développe quelque chose sur Bitcoin, je vais être plus protégé du régulateur que si je le fais sur Ethereum. Ah bon? Et donc, oui, parce que c'est ce côté non censurable. Aujourd'hui, on peut dire que Bitcoin est géré et pas tellement touché par toute cette vague de régulation à outrance peut-être ou un peu violente des États-Unis. Et on le voit bien dans le cours. Le cours a été beaucoup moins affecté pour Bitcoin que pour le reste. Mais si je reviens sur le parallèle, les NFT commence à maturer aussi. On a vu les NFT, on avait vu des cyberpunk, tout ça, des choses extraordinaires, des singes plus ou moins tristes. Beaucoup de gadgets. Voilà. Aujourd'hui, on mature les usages. Et je prends un exemple simple. Pourquoi je viens de Bordeaux? Donc, je vais vous parler de vin, par exemple. Eh bien, il y a des usages très intéressants aujourd'hui qui sont en train de se mettre en œuvre parce qu'une bouteille de vin de très grand cru aurait vraiment à gagner si elle était suivie ou rattachée à un NFT. Bon, qu'est-ce que le NFT lui apporterait? Eh bien, justement, une trace... Et on en parle parce qu'il y a de plus en plus de NFT aussi sur la blockchain Bitcoin, donc tout est lié. Oui, c'est parce que, voilà... Pour que tout le monde suive bien. Voilà. Donc, on revient sur Ethereum avec les NFT. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une preuve d'authenticité qui va suivre la bouteille, et je peux y adosser un certain nombre de services qui vont peut-être pouvoir perdurer dans le temps. Donc, en fait, je suis en train d'identifier cette bouteille et de la faire suivre, et moi, en tant que producteur, je garde le suivi de ma bouteille de vin, ce que je n'avais jamais avant. Donc ça, c'est le point qui est assez important. Et tout ce que je fais sur le NFT dans Ethereum, je vais pouvoir le faire progressivement dans le NFS, le non-fungible SAT. C'est comme ça que vous l'appelez. Et que j'appelle sur Bitcoin. Sur Bitcoin. Parce que je suis en train de voir implémenter tout un tas de services là-dessus. Et c'est ça qui nous interroge beaucoup en disant, finalement, la première des conséquences que l'on peut voir, c'est une augmentation des frais de transaction sur la blockchain Bitcoin. Donc, une meilleure rémunération des mineurs. On dit oui, si la blockchain Bitcoin, si les mineurs ont leur récompense divisée par 2, peut-être, mais si les frais de transaction augmentent, et on les a vus augmenter grâce à l'augmentation de ce trafic. Donc là, il y a une vraie révolution qui est une révolution structurelle. Donc cette évolution de Bitcoin est une évolution structurelle, parce qu'elle a plein de conséquences, et de conséquences plutôt positives, en tout cas pour Bitcoin. Voilà. Oui, ça dépoussière la blockchain Bitcoin. Voilà. Ah oui, ça dépoussière. Et du coup, nous, gestionnaires de patrimoine... Oui, c'est un sujet, les NFT, justement, cette question de blockchain Bitcoin, Ethereum, dans la gestion de patrimoine, où ça va devenir un sujet. Ça va devenir, et pour nos 20 ans, que nous fêtons le 21 juin la semaine prochaine, on a décidé d'offrir un NFT à chacun de nos clients qui viendront à nos 20 ans. Les pauvres. Non, je rigole, je plaisante. Ah non, parce que ce NFT va leur donner le choix de participer à une loterie. Et donc, il y aura des lots qui seront attachés à chaque NFT. Donc, ils auront un souvenir visuel. On va les initier à minter un NFT. Et donc, ils auront un certain nombre de caractéristiques, ils auront l'image, le lien et le cadeau qui est attaché. Et ça nous permettra aussi de faire un lien avec l'ensemble des intervenants qui passent le 21 juin sur la scène. Bon, bravo. Alors, vos 20 ans, on va en parler dans un instant, mais les NFT dans la gestion de patrimoine, alors évidemment, bien sûr, ça peut être un produit d'appel, ce sera le cas pour votre fête, mais pour votre anniversaire, mais plus fondamentalement, ça va devenir quelque chose de structurel dans la question des successions, dans, je sais pas, l'investissement dans l'immobilier, enfin, comment les NFT vont s'inscrire dans cette thématique, dans ces thématiques. Je vais prendre un exemple. Parce qu'il faut aller à l'essentiel. Si je dois aujourd'hui gérer le démembrement sur Bitcoin, je ne peux pas, puisque je ne peux pas démembrer un Bitcoin. Oui. Et pour ceux qui ne sont pas spécialistes, le démembrlement, c'est nue propriété. Nue propriété et usufruit. On démembre personne. Non. On n'enlève pas un bras ou une jambe. Non. Sauf au bien immobilier. Voilà. Sauf au bien immobilier. Et donc, si je veux, par exemple, moi, récupérer sur mes cryptos l'usage et les fruits et la propriété future à mon enfant, eh bien, aujourd'hui, je pourrais imaginer un NFT qui représente mon portefeuille de crypto.
et je gère les droits avec ce NFT, à moi les fruits et les usages et la gestion du portefeuille, à mon enfant la possession future. Voilà un exemple simple d'un NFT appliqué à la gestion de patrimoine. Bon, Valentin, vous suivez tout cela, bien évidemment aussi, et chaque jour, à travers les informations que vous délivrez à vos abonnés chez Cryptos, on continue de parcourir les grands enjeux crypto Web 3.1 et puis les dernières actualités. Il s'en passe des choses dans l'univers des stablecoins aussi, puisque l'USDT est en train d'asseoir, de renforcer ses super pouvoirs, en tout cas sa dominance dans l'univers global des stablecoins. Oui, je ne sais pas si effectivement c'est un super pouvoir, mais sa dominance, par contre, elle est clairement en train de s'affirmer. Le stablecoin USDT émis par Tether, on en parle souvent sur le plateau parce que Tether en ce moment est en train de battre tous les records. Les records, on le voit, d'ATH, de Tether, d'USDT en circulation. Le plus haut, effectivement, merci. Il y a quelques semaines, c'était des records aussi de gains, d'argent généré par le protocole, puisque c'était 1 milliard au premier trimestre de plus-value, de bénéfices. Et là, effectivement, voilà, c'est la première fois qu'on est à une aussi grande importance pour le stablecoin USDT sur les blockchains depuis toujours. Avant, il y avait vraiment ce combat avec l'USDC et Circle. On parlait tout à l'heure de Circle, puisque l'ancien président de la CFTC a donc été débauché par Circle. Et là, clairement, il n'y a plus de bataille. 80% des stablecoins en circulation, c'est l'USDT. Pourquoi on a eu ce basculement alors qu'il y a encore quelques mois, c'était encore peut-être pas à 50-50, mais il y avait quand même une grosse course en cours, en fond. Eh bien, c'est depuis que Circle, avec son USDC, a perdu le PEG. C'est-à-dire que l'USDC, rappelez-vous, ne valait plus $1 pendant un certain temps, alors que c'est la promesse initiale des stablecoins. Ce token, l'USDC, avait basculé autour de 95 centimes au moment où la Silvergate Bank faisait faillite parce que Circle détenait 25% de ses réserves de cash dans cette banque, donc il y avait eu une petite panique. Le cours avait rapidement retrouvé son point d'ancrage, donc il n'y avait pas eu de risque à outrance, mais ça avait créé une incertitude. Là où chez Tether, le cours n'a pas bougé. Pourquoi il n'a pas bougé? Parce que c'est la rançon de la gloire pour l'USDC. Tether est beaucoup moins transparent. L'USDT est beaucoup moins transparent sur ses réserves, sur sa manière de sécuriser et de garantir sa valeur. Donc, on ne savait pas trop où Tether avait placé son cash. Donc, du coup, il n'y a pas eu de panique de ce point de vue-là. Donc, l'USDC a chuté là où l'USDT n'a pas chuté. Mais ça bénéficie vraiment à la marque parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 82 milliards d'USDT qui sont en circulation. Une hausse sans précédent, là où, depuis son ATH, l'USDC, lui, a perdu 50% de sa capitalisation, presque de 60 milliards à 30 milliards aujourd'hui. Donc voilà, victoire écrasante de l'USDT aujourd'hui. On verra si ça dure, surtout avec les attaques de la SEC envers le Web3 aux États-Unis. Et justement, c'est l'un peut-être des derniers arguments, c'est que Tether n'est pas dans la juridiction directe, en tout cas, états-unienne. Oui. Donc à suivre, mais là, clairement, il n'y a plus de débat, c'est l'USDT qui est devant tout le monde. Effectivement, sa capitalisation qui ne cesse de croître sur un plus haut historique, tandis que celle de l'USDC, le Circle chute. Oui, Valentin, vous avez raison de nous alerter là-dessus. Alors les stablecoins dont on est en train de parler, qui peuvent, dans certains cas aussi, ouvrir une perspective à terme de dédollarisation du monde. On verra si les stablecoins permettent de dédollariser, de décentraliser toujours plus. Pour vous, Louis, et on rappelle, c'est vrai, vous fêterez vos 20 ans avec Montaigne, conseiller patrimoine dans quelques jours. Pour vous, Louis, ce sera la grande révolution à venir, c'est celle dont vous parlez en tout cas à vos clients aujourd'hui. La promesse de la blockchain, c'est la décentralisation et la désintermédiation. Aujourd'hui, quand on voit des projets, par exemple, de tokenisation immobilière qui sortent et qu'on rajoute des couches de centralisation ou des couches d'intermédiation, je me dis qu'ils n'ont pas compris l'essence du système. Et cette décentralisation et cette désintermédiation, elle est quand même souhaitée par l'épargnant qui en a peut-être un peu marre d'avoir des couches de frais. Donc, utilisons cela, mais surtout expliquons-le. Parce que quand on sort d'un système existant et qu'on va sur une nouvelle ère, cette nouvelle ère que de toute façon qui va venir coloniser le monde de la finance, eh bien il faut l'expliquer. La finance classique va se faire coloniser par la tokenisation. La finance classique va se faire coloniser par cette décentralisation et cette désintermédiation. Donc nous, on a choisi d'être en avance de phase et de l'expliquer à nos clients sur une journée. Voilà, on ne fête pas nos 20 ans avec un gâteau et un bon dîner. On fête nos 20 ans en donnant à nos clients du savoir et en faisant intervenir une vingtaine d'experts, dont 9 sur les sujets crypto. D'accord. Donc la canicule, il n'y aura pas à boire alors. Bon, il y aura à boire. Ah, quand même. On est à Bordeaux. D'ailleurs, il y aura une cuvée spéciale des 20 ans. C'est Montaigne, conseiller patrimoine. On peut citer Montaigne justement à propos de l'innovation.
Il écrivait, Montaigne, « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Nous ne sommes savants que de la science présente. » Exactement. Merci de nous avoir accompagnés à tous les deux, Louis de Froissart et Valentin Demey pour Cryptost. Salut Merci, messieurs, Guillaume. bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi.